Peut-on changer la Constitution alors qu'une partie du pays, de la République démocratique du Congo, est sous état de siège, une partie et non de moindre est occupée par l'AFC M23 avec l'appui du Rwanda? Certains disent oui, d'autres disent non. Madame, Messieurs, nous continuons à parler, à débattre autour de la révision ou du changement ou pas de la Constitution. Pourquoi le changement de la Constitution est important pour certains ou est important pour certains? Merci de nous retrouver dans le cadre de cette émission Dites-nous la vérité, qui a le plaisir de recevoir Danny Mukendi Ouadinanga. Bonjour et bienvenue. Merci. On vous a plus connu comme étant le monsieur qui voulait relancer l'AMIBA. Bonsoir, oui. J'ai fait des propositions qui sont à l'étude et nous attendons. Vous faites, maintenant là, qui sont à l'étude, est-ce qu'il y a eu une évolution par rapport à l'AMIBA? Je ne suis pas responsable de l'entreprise, donc je ne voudrais pas m'engager à donner des informations, à parler de l'AMIBA alors que je ne suis pas habilité à le faire. Je pense que le ministère de tutelle, qui est le ministère de portefeuille, et même les autorités de l'AMIBA s'occupent de l'AMIBA et nous espérons que les résultats pourraient être fructueux. Vous n'êtes pas que ça, ce lanceur d'alerte ou quelqu'un qui a voulu la relance de l'AMIBA. Vous êtes beaucoup plus que ça, beaucoup d'autres choses, économiste, financier, mais également soutien de l'actuel président de la République. Vous n'avez rien à voir avec le parti présidentiel, vous n'êtes pas de l'UDPS, vous êtes juste un soutien de Félix Tshisekedi. Comment analysez-vous ce débat autour du changement de la Constitution? Madame, j'aimerais vous commencer par vous dire que le président de la République est le président de tout le monde. Lorsqu'on parle du chef de l'État, il n'appartient à aucun parti politique. Et donc, nous le soutenons effectivement dans le cadre de l'Union sacrée, qui est la plateforme reconnue pour soutenir les actions du chef de l'État et sa vision. Et c'est ce que je voulais dire. Là, vous êtes un soutien, mais actuellement, le débat, on a vu comment vous arrivez à analyser d'abord ce débat de manière assez générale ou globale, ce débat autour de la révision, du changement ou pas de la Constitution, avant qu'on puisse entrer en détail de tout cela. Il est important de tenir cette émission puisque ça concerne un débat de société. Je pense que c'est maintenant l'heure d'expliquer à la population qu'il est possible d'obtenir un référendum et d'aller directement au changement de cette Constitution qui a fait preuve des limites et qui a besoin d'être adaptée, sinon d'être rédigée de manière plus adéquate et d'avoir une Constitution du peuple qui répond aux aspirations du peuple et pour le développement de ce pays, surtout pour mettre fin à toute la cacophonie et l'insécurité qui règne à l'est de notre pays depuis bientôt 30 ans. Et vous êtes de ceux-là qui pensent qu'aujourd'hui, s'il y a l'insécurité, surtout dans la partie est du pays, c'est à cause de la Constitution? Nous pensons que les acteurs qui sont à l'est du pays, dans certains points de leur revendication, ils tiennent énormément à leur Constitution. J'aimerais vous dire que cette Constitution, c'est le fruit de Sun City. En Sun City, il y avait principalement 3 grands belligérants. Le gouvernement, le RCD Goma et le MLC. Sur ces 3 belligérants, vous avez 2 belligérants. Aujourd'hui, avec beaucoup de recul, le gouvernement était tenu par l'ancien président Joseph Kabila. Vous connaissez sa position aujourd'hui. C'est un soutien incontestable de la rébellion qui a d'ailleurs été sanctionné par les États-Unis d'Amérique sur base des arguments donnés par les Nations Unies et que c'est lui qui est à la base de la déstabilisation de l'Est du pays et il soutient fortement la rébellion M23 AFC. Alors, vous comprenez déjà que si nous allons dès le départ, celui qui était chef de l'État, qui est actuellement soutien du M23, est également le père de cette constitution puisqu'il a dit à l'époque que c'était sa constitution. Voilà un belligérant gouvernement qui était à Sun City, qui est aujourd'hui dans la rébellion. S'agissant du RCD Goma, qui est devenu CDNP, ensuite M23, c'est eux qui ont également voulu que notre pays ait une certaine orientation avec cette constitution-ci. Puisque un célèbre philosophe, Platon, qui est connu, disait toujours que l'essence précède l'existence.
La Constitution est une matérialisation des idées, des orientations préconçues qu'on matérialise par une Constitution. Alors, lorsque vous avez le gouvernement de l'époque de M. Joseph Kabila, et vous avez aujourd'hui le RCD Goma qui s'est mué en M23, vous comprenez que cette Constitution ne répond nullement aux aspirations du peuple congolais, mais ce sont des aspirations venues naturellement du Rwanda, et vous en avez la preuve aujourd'hui, puisqu'ils tiennent absolument à une Constitution qui est baissée et qui nous met chaque fois dans une histoire, dans une sorte de blocage. Que répondez-vous à ceux qui disent que c'est grâce à cette Constitution qu'aujourd'hui, votre soutien, le président de la République, est aujourd'hui à la tête du pays? C'est grâce à cette Constitution, parce qu'il y a eu des gens qui ont veillé, qui ont marché, qui ont revendiqué pour qu'elle soit respectée. N'eût été cela, Tshisekedi ne serait pas à la tête du pays aujourd'hui. Le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, est à la tête de ce pays par la volonté du peuple. Via cette Constitution? Par la volonté du peuple. Mais via la Constitution. Et la Constitution a été, à un moment donné, l'émanation de la volonté du peuple. Et c'est ce même peuple, aujourd'hui, qui souhaite que cette Constitution change. Ce même peuple-là, on va parler parce que tout le monde revendique, moi j'ai eu à recevoir, et là, bien avant vous, quelqu'un de la majorité, ensuite quelqu'un de l'opposition, tous disent que le peuple veut ça, d'autres disent non, le peuple ne voudra pas de ça, tout le monde parle au nom de ce peuple. Mais moi, je veux d'abord qu'on parle au niveau du timing. Est-ce le bon moment? Vous trouvez pas que c'est un peu indécent, alors qu'il y a des milliers de morts, surtout dans la partie est du pays, alors que la guerre bat son plein, et que aujourd'hui l'Union sacrée, vous, le soutien du président de la République, venez imposer un tel débat? Ça ne relève pas de l'indécence un peu? C'est un peu fouler aux pieds les morts. Pour commencer, vous devez comprendre dans quel contexte cette Constitution a été votée. En 2005, le Congo, notre pays, avait exactement 56 millions d'habitants. Au moment du référendum, 25 millions de personnes s'étaient inscrites pour participer au référendum. Au moment du vote, il n'y a eu environ que 13 millions et demi qui, effectivement, a voté. Par ailleurs, aujourd'hui, nous sommes en 2026. Nous avons aujourd'hui 117 millions d'habitants. Là, les chiffres viennent d'où, là? On attend le recensement, hein? Ce sont des statistiques exactes. Cela voudrait dire quoi? Que la population en 2005, par rapport à celle d'aujourd'hui, la population a pratiquement doublé et a encore un peu dépassé ce double. Nous avons un taux de natalité, l'un des plus élevés au monde, avec 12 000 naissances par jour. C'est-à-dire qu'une femme congolaise a en moyenne 6 enfants par femme. Et donc, on ne peut pas prendre en otage l'ensemble de la population aujourd'hui qui n'a pas participé à ce référendum en 2005 pour lui dire qu'il n'a pas le droit ni de réfléchir, ni de comprendre, ni de lire, ni de modifier, ni de se vouloir un avenir, un devenir qui répond à ses aspirations profondes. Et donc, le référendum, c'est l'expression de la volonté du peuple par excellence. Et on ne peut pas refuser aujourd'hui au peuple congolais de penser que le président Félix a un bon mandat, a un bon bilan et qu'il peut revenir pour servir la nation. Et donc, je pense qu'il faudrait obtenir ce référendum, changer la Constitution pour permettre à donner des paramètres, des éléments de vie qui répondent aux problèmes du pays d'aujourd'hui et permettre au pays d'avancer. Je rebondis un peu à ce que vous venez de dire tout à l'heure. Le président Tshisekedi a un bon mandat, a un bon bilan. Avant de commencer avec vous cette émission, vous avez vu, on est en plein centre-ville. On a du mal à avoir l'électricité. Vous venez nous dire que le président a un bon bilan alors que déjà à Kinshasa, on n'a pas accès, ne serait-ce que à l'électricité. C'est pas cohérent, ça tient pas, tient pas. Madame, le bilan du chef de l'État n'est pas établi par rapport à la gestion de la ville de Kinshasa. Ce n'est qu'un exemple, c'est un cas. Le bilan c'est pire à l'intérieur. Le bilan du chef de l'État est élaboré en fonction
de ce qu'il a pu faire pour tout le pays. Et j'aimerais vous dire, du point de vue de l'électricité, lorsqu'il prenait le pouvoir, il y avait un taux de desserte en électricité qui était à 9%. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de vous dire que le travail a été fait et que la République aujourd'hui a 21% de desserte en on le électricité. voit pas, hein. Nous qui en centre, plein centre-ville. Ça peut arriver qu'il y ait une coupure d'électricité de 10 minutes, mais ça ne veut pas dire que le bilan n'est pas bon, puisque les chiffres démontrent qu'il y a eu une augmentation sérieuse et significative, et donc le bilan est bon dans ces domaines-là, et ça va continuer à évoluer. Oh, c'était une parenthèse, on revient. Vous n'avez pas répondu à ma question. Laquelle? Je dis, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est indécent, au moment où il y a des milliers de morts, surtout dans la partie est du pays, au moment où le pays est agressé, et que vous, les soutiens du président de la République, veniez imposer ce débat autour de la Constitution? Non. Ça, ce côté malsain. Ce n'est pas indécent, puisque personne n'a le droit de juger la volonté d'un peuple. Le peuple est souverain, il fait ce qu'il veut quand il pense qu'il peut le faire au nom de sa souveraineté. Les décès que nous déplorons à l'est du pays, mais c'est une situation qui dure aujourd'hui depuis 30 ans. Lorsque nous regardons l'histoire, nous comprenons. Aujourd'hui, il y a des sanctions. Le Rwanda est sanctionné. Le M23 est fustigé et sanctionné. Donc, le travail s'est fait et ces morts seront vengés puisque la situation est en train d'être débloquée. La rébellion n'avance plus. Nous sommes en train de récupérer des territoires et tout donne que la victoire sera congolaise par l'action du chef de l'État. On revient sur le référendum qui, pour certains, va aboutir, justement, va permettre à ce qu'il y ait changement de la Constitution. Vous savez qu'il y a des verrous au niveau de cette même Constitution avec l'article 219 qui donne des matières qui ne peuvent pas faire l'objet d'un référendum, notamment état des sièges, en cas de guerre, comme c'est le cas maintenant. Comment vous comptez faire sauter ces verrous-là pour qu'il y ait un référendum avec une partie du pays occupée? Parce que c'est ça vraiment votre objectif. Oui. Lorsque vous lisez les articles 218 et 219 de la Constitution, qui parlent effectivement des conditions et des critères pour organiser ces référendums. Moi, j'ai lu et j'ai compris qu'il fallait que 100 000 personnes signent une pétition, ou un peu plus de 100 000 personnes, pour avoir le droit de demander un référendum qui peut être convoqué par le chef de l'État. Cependant, on dit que lorsqu'il y a guerre, on ne peut pas convoquer un référendum. Alors, j'aimerais vous faire une petite nuance sur la notion juridique de la guerre. On parle officiellement d'une guerre lorsqu'elle a été déclarée. Aujourd'hui, ni le Congo, ni le Rwanda, aucun des deux pays n'a déclaré de guerre. Il faut dire ça aux porte-parole du gouvernement. Laissez-moi Je vous en prie. Nous sommes dans une situation de guerre de fait. C'est-à-dire qu'il y a un conflit armé que nous pouvons appeler guerre, bien sûr, mais du point de vue constitutionnel et du point de vue juridique, lorsque la déclaration de guerre n'est pas faite, vous comprenez que nous ne sommes pas dans une situation formelle de guerre, mais nous sommes dans une guerre de fait. Alors, à ce titre-là, l'interprétation voudrait, nous sommes dans une situation de guerre, oui, mais comme nous ne sommes pas dans une situation de guerre, comme nous ne sommes pas dans une guerre formelle qui n'a pas été déclarée ni par le Congo ni par le Rwanda, eh ben, il y a moyen de faire cette pétition et de permettre à ce que le chef de l'État convoque ces référendums de droit. Donc, vous faites partie des gens qui se disent 100 000 signatures, avec ou sans Goma, on doit organiser un référendum pour changer la Constitution. La Constitution ne dit pas que les 100 000 signatures doivent venir de toutes les 26 provinces. Oui, admettons, vous réunissez 100 000. La Constitution dit 100 000 Congolais au minimum peuvent avoir le droit d'obtenir un référendum. Et donc, n'interprétez pas la Constitution au-delà de ce qu'elle dit. Et donc, aujourd'hui, dans la situation actuelle, s'il y a 100 000 signatures ou un peu plus, vous êtes qui pour refuser aux Congolais d'obtenir le référendum? Je reprends encore ma question. Aujourd'hui, vous avez vos 100 000 signatures. Oui. Donc, on peut aller au référendum sans Goma, sans Bukavu. La notion du référendum est liée à une initiative populaire qui demande effectivement de réunir 100 000 signatures, point barre.
Et dès que les 100 000 signatures sont réunies ou plus, le chef de l'État est en droit de convoquer un référendum. Assumez-vous, Monsieur Danny Mukendi. Je m'assume. Je dis, est-ce qu'aujourd'hui, 100 000 signatures, on a les 100 000 signatures, vous êtes de ceux qui pensent qu'on peut aller dans un référendum sans avoir Goma, sans avoir Bukavu? Nous pouvons aller dans un référendum, puisque les 100 000 signatures, c'est cela qui est demandé par la Constitution. Cependant, nous disons aussi que nous ne pouvons pas organiser l'élection présidentielle. Et le président Félix Tshisekedi reste en place jusqu'au moment où on aura récupéré et le Sud et le Nord Kivu, puisque c'est cela qui constitue ce qu'on appelle la circonscription électorale présidentielle. Alors, expliquez-moi très bien. Ouais. Moi, je veux vraiment comprendre. Oui. On peut faire un référendum, Oui. mais on ne peut pas organiser les élections présidentielles. Non. Par quel mécanisme? C'est la Constitution qui dit ça. Expliquez. La Constitution dit ceci. Il suffit d'obtenir 100 000 signatures Là, on a compris. des Congolais Oui. pour obtenir un référendum. Et aujourd'hui, dans la situation actuelle, les 100 000 signatures, on peut les obtenir et le référendum peut se tenir sur convocation du chef de l'État. Ça, c'est l'initiative populaire. Deuxième point, nous ne pouvons pas organiser l'élection présidentielle puisque nous n'avons pas le Nord et le Sud Kivu. Et donc, le peuple peut réfléchir sur son devenir, sur l'avenir du pays, sur le système, sur les régimes, même si le pays est en guerre. Cependant, la guerre, par contre, nous empêchera effectivement d'organiser l'élection présidentielle, puisque la circonscription présidentielle électorale doit être entière. Vous savez que vous êtes en train de nous faire tomber dans une sorte d'imbroglio. Donc, d'un côté, on peut, avec les 100 000 signatures, qui dit référendum, dit vote. Oui. Donc, si on peut voter une matière soumise à un référendum, pourquoi on ne voterait pas un nouveau président de la République? Puisque la circonscription électorale du président de la République, elle concerne la nation ou le pays ou le territoire national tout entier. Et c'est pas le cas avec le référendum. Et à partir du moment où le Nord et le Sud Kivu sont bloqués, alors en ce moment-là, on ne peut pas tenir l'élection présidentielle. Cependant, le référendum peut se faire sans une partie du pays. Le référendum dit ceci. Avec 100 000 signatures, on peut le faire. Maintenant, nous pouvons parler d'un deuxième cas, l'état de siège. Alors, permettez-moi de vous raconter quelque chose. Moi qui ai vécu en Belgique, à l'époque où on parlait de l'IVG, l'interruption volontaire de la grossesse, le roi Baudouin, chef de l'État belge, s'est retrouvé devant un dilemme. Le roi Baudouin n'a biologiquement pas eu d'enfant. Et c'est un fervent catholique. Et donc, sa foi n'a pas souhaité que cette loi passe et il ne pouvait pas la promulguer compte tenu des convictions personnelles. Cependant, comme c'est un homme de progrès, il s'est mis de côté, a permis au gouvernement de faire passer la loi pour qu'on ne dise pas que c'est parce qu'il n'a pas d'enfant qu'il permet qu'on fasse des interruptions de grossesse. Et quand la loi est passée, le roi a été réhabilité comme chef de l'État et le pays a continué à fonctionner paisiblement. Moi, je conçois ici, puisqu'on renouvelle l'état de siège tous les 15 jours ou tous les 30 jours, au moment de le renouveler, on ne le renouvelle pas. On permet à la nation de tenir un débat sur le référendum, d'avancer, et dès qu'on a terminé, et on reproclame l'état de siège. Ok, mais vous avez pensé à tout. Donc, je récapitule pour les téléspectateurs. Oui. Donc, pour vous, on peut élaguer parce que l'article, je crois, 219 pose des conditions Oui. pour essayer d'organiser, Oui. notamment l'état des sièges. Donc, on peut facilement lever l'état des sièges. On ne lève pas, on ne le renouvelle pas. On ne lève pas. Ça veut dire que chaque fois, il s'arrête. Au Parlement, on le renouvelle chaque mois. Et donc, on ne renouvelle pas. On permet que le débat se tienne. En ce moment-là, c'est conforme à ce qui est écrit. Et dès qu'on a terminé le débat sur le référendum, on peut continuer. Est-ce que vous pensez que dans cet espace-là où il y a débat, on peut également en profiter pour essayer d'organiser, bien au-delà le vote sur la matière qui fera l'objet du référendum? C'est en fait ça? Organiser quoi? C'est-à-dire, vous dites, je crois que l'état des sièges est renouvelé un peu chaque 2 semaines, si on peut dire, Oui. tous les 15 jours. Oui. C'est-à-dire, la prochaine quinzaine, on ne renouvelle pas. Non.
on organise le débat à l'Assemblée nationale. Madame, je me suis inspiré du cas belge. Le roi a été mis de côté. Il n'a pas été chef de l'État. Ça a permis à ce que quelque chose soit fait. Notamment, c'est ce copier-coller qui nous a emmenés. Non, vous aviez dit que c'était la constitution des étrangers et là, vous nous en ramenez dans des exemples étrangers. Nous sommes des citoyens du monde. Nous pouvons nous inspirer des cas exceptionnels qui ont fait avancer la société. Quand ça vous arrange, hein. Dans ce pays, laissez-moi vous dire, oui. Dans ce pays, on ne peut pas prendre la population en otage. Et ceux qui ont donné des orientations pour la création de cette constitution sont les mêmes qui font ces manigances. Il suffit de prendre une province pour bloquer l'État. Et donc, cette constitution, comme elle est l'émanation du gouvernement de Joseph Kabila, lui-même qui est aujourd'hui soutien de la rébellion, qui est l'émanation du RCD Goma, qui est aujourd'hui en réalité M23 AFC, ce n'est pas une constitution qui est valable ou qui traite effectivement des intérêts de la nation. Il faudra qu'il y ait une constitution qui est issue des aspirations de la population en fonction des paramètres sur le terrain. On parlera de ces paramètres sur le terrain parce que la thématique de cette émission, c'est la thématique que nous avons choisi. Pourquoi le changement de la Constitution? Pourquoi changer la Constitution est avantageux ou serait avantageux pour la République démocratique du Congo? Mais je voulais revenir. Parce que là, vous étiez en train de parler de quelque chose, je veux que vraiment ceux qui nous suivent puissent comprendre, surtout par rapport à cet état de siège. Moi, je veux vraiment vous laisser le temps. Vous pensez, je reformule peut-être ou je repose la question. Attendez, je veux vous éclairer. Éclairez-moi. L'état de siège ne couvre pas toute la République. Oui. L'état de siège est exceptionnellement déclaré pour les provinces qui sont en difficulté. La Constitution parle d'un état de siège national. Ici, nous avons un état de siège exceptionnel. Et donc, pour nous conformer, il suffit de ne pas le renouveler. Et donc, il n'existe pas sur un bout de temps. La discussion est menée, il peut revenir. Au-delà de la discussion, c'est là où moi je suis. Donc, on peut mener un débat. Quand vous dites mener le débat autour de le débat sur le référendum, vous faites allusion à quoi? Quand vous dites le débat autour du référendum, vous faites allusion à quoi? Avec les 100 000 signatures obtenues, le chef de l'État est en droit de convoquer un référendum. Le renouvellement de l'état de siège ne se fait pas. Il y a une conformité à la Constitution qui est obtenue. Et de l'autre côté, comme la guerre n'est pas déclarée, c'est-à-dire que officiellement il n'y a pas de guerre, bien que nous soyons dans une situation de fait, de guerre et dans une situation de conflit armé, nous répondons aux conditions du référendum et le référendum doit se tenir. Je reviendrai sur le référendum, mais je pose cette question parce que ça fait partie de quelques arguments brandis par l'opposition et qui affirme une bonne partie, une large partie de l'opposition dit le président entretiendrait sciemment la guerre, justement, pour essayer de faire tous ces tripatouillages que vous êtes en train de nous dire afin de s'éterniser. C'est vraiment, il n'a pas besoin que la guerre se termine, hein. Le président est un fils du pays qui a souffert dans sa chair de cette humiliation que le Rwanda nous fait subir depuis 30 ans et souhaite terminer cette guerre. Il a mis tous les moyens possibles et imaginables afin que la guerre se termine. Et que la guerre, elle est en train d'être gagnée par la République démocratique du Congo grâce aux grandes stratégies diplomatiques et militaires du chef de l'État. Ceux qui sont en train de la perdre, qui avaient l'habitude de spolier nos richesses et de se nourrir de nos minéraux de l'Est, aujourd'hui changent de version pour dire que le président entretient la guerre. Donc l'armée congolaise se transforme en armée rwandaise et commence à piller le Congo. Non, ça ce sont des discours de fin de série et c'est la fin de l'ère Kagame. Nous allons vaincre cette guerre. Le peuple aura le droit de décider de son devenir et nous voulons que cette constitution change puisqu'elle ressemble à quoi cette constitution? À un homme qui est possédé par le diable. Et lorsque vous allez pour l'exorciser, le diable vous dit, vous voulez me chasser au nom de quel verset? Et donc, chaque fois qu'on vous demande de citer des articles, vous allez trouver un article qui dit une chose et l'autre article qui dit le contraire. Ce qu'il faut faire, c'est une seule chose, exorciser le Congo de cette constitution qui n'est pas de l'aspiration de la population. Je rappelle à ceux qui nous suivent que le président de la République a prêté serment sur cette constitution.
C'est la même constitution que vous qualifiez. À 2 reprises, il a prêté serment sur cette constitution. Donc peut-être lui-même, il a été possédé aussi. J'aimerais vous dire. C'est ce que vous êtes en train de dire. Il faut exorciser le président. J'aimerais vous dire. C'est un langage imagé. Donc ce n'est pas ce que vous dites. Moi, j'ai parlé dans un langage imagé. Voilà. J'aimerais vous dire que cette constitution est le fruit de Joseph Kabila et du RCD Goma. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes qui sont en train de tuer, qui sont en train de piller ce pays à cause de leur constitution. Et chaque fois que le peuple voudrait qu'on change la constitution, la guerre remonte et tout. Alors, nous voulons couper définitivement les liens et avoir une constitution issue des aspirations de la population. Et pour que ça se fasse, il faut une initiative populaire et il suffit 100 000 signatures. Et vous comptez lancer cette initiative populaire ou comment vous avez déjà des mécanismes? Ou vous demandez à Nous demanderons à la population dans toutes les provinces d'aller dans la rue et il y aura plus de 100 000. On va parler de cette histoire. Ce sont des millions et des millions qui attendent que l'occasion soit donnée pour dire que nous voulons changer de constitution. Vous ne serez pas le seul à être dans les rues de la République. Et vous ne redoutez pas des affrontements entre les oui pour changement de la Constitution et les contre. Est-ce que le pays a besoin de connaître d'autres déstabilisations déjà dans les partis qui sont un peu stables? Est-ce qu'on a besoin de ça? Madame, ça, ce n'est pas connaître la démocratie. La démocratie, c'est la gestion de nos divergences. Si nous étions tous du même avis, il n'y aurait pas de démocratie. Ça veut dire que nous allons tous le même chemin. La démocratie accepte la divergence. Et la gestion de la divergence, c'est ça la démocratie. Et le principe sacré, c'est lequel? Lorsqu'il y a divergence, nous nous exprimons et la majorité, c'est cela que nous suivons. Et donc, nous allons dans... Vous ne redoutez pas des affrontements, non? Mais est-ce que pour changer nos constitutions, il faut se tuer? Ça, c'est pour. Il y a d'autres qui ne veulent pas. Donc, ils vont être aussi dans les rues. Ceux qui ne veulent pas doivent se conformer au principe de démocratie. Nous allons nous exprimer par un vote et la majorité fera passer la loi selon la majorité. Et c'est cela la démocratie. Quelle est la question qu'on va poser à ce référendum? Si référendum il y a, quelle est la question qu'on doit poser à ce Avant le référendum, il y a d'abord une campagne que nous devons mener, une campagne de sensibilisation, une campagne pédagogique pour dire pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de changer. On commence? Pourquoi? Mais la campagne n'a pas encore commencé. Mais quelques éléments, donnez-nous. Pourquoi il faut qu'on change la Constitution? Alors, je vais vous donner un article Quel est l'intérêt des qui me fait froid au dos. L'article 217 qui parle de la souveraineté. Est-ce que vous concevez normal qu'un pays indépendant et souverain comme le nôtre parle dans sa constitution, ça veut dire l'âme de la République, la loi suprême, la loi fondamentale, la loi mère, parler de céder la souveraineté aux pays de la région et à d'autres pays? Non, on a déjà eu ce débat-là. C'est une mauvaise interprétation de l'article parce qu'on sait que les lois, il y a des lois, on a ratifié par exemple la CPI, il y a des lois qui sont supérieures aux lois de la République. La primauté des lois dans les traités, dans la Convention, ne cède pas de portion de territoire. Ici, on parle de la souveraineté qui est cédée. Et c'est au nom de ce principe-là que nous sommes en train... Est-ce qu'on a parlé de la souveraineté de territoire? Il faut qu'on soit précis. La souveraineté, la souveraineté, elle consacre l'intégrité territoriale. Ce sont des subtilités pour lesquelles on a pensé que nous étions bêtes. Mais nous ne sommes pas bêtes. Ceux qui ont fait cette loi, ces gens-là qui servaient le Rwanda, voilà des subtilités qui mettent... La souveraineté ne peut pas être à moitié. De l'autre côté, lorsque vous parlez des conventions et des traités, on parle de primauté. Lorsqu'il y a la loi OHADA, elle a primauté dans une matière bien précise sur notre droit. Et lorsqu'il n'y a pas de solution, nous rabattons sur notre droit. Ça, c'est convenable. Mais la souveraineté, c'est l'intégrité territoriale, c'est la nationalité, ainsi de suite. Et là, on ne peut pas badiner avec. Donc, il faut revoir cette loi, puisqu'elle commence déjà par ne pas donner ce qui est sacré à la population et à la nation. C'est la souveraineté nationale. C'est la souveraineté nationale. Est-ce qu'il y a une autre loi qu'on doit changer, qu'on doit modifier? Moi, je m'inquiète toujours aussi d'un phénomène. Okay. Un chef de l'État est voté par un pays sur base de son projet de société. Alors, comment voudriez-vous qu'un chef de l'État soit voté le président de la République et qu'au moment d'appliquer sa politique dans les provinces, les gouverneurs peuvent être des gouverneurs d'autres bords? Comment est-ce que la politique du chef de l'État peut s'appliquer dans une province où le chef de l'État n'a pas son gouverneur? Donc, voici un point important
à mon avis, qui doit être changé et qui a d'ailleurs fait le succès de feu le maréchal Mobutu, puisqu'il nommait les gouverneurs. Et donc, l'ordre qui était donné à Kinshasa était suivi partout et il y avait la paix. Mais vous savez pourquoi on a décidé d'élire des gouverneurs? C'est pour éviter cette concentration de pouvoir et en faire le grand timonier. On a décidé. C'est ça, et c'était bien. On a décidé d'élire les gouverneurs. Oui. Comme j'ai dit, l'essence précède l'existence. Je pense qu'avant de venir dans cette émission, nous avons dit que nous pouvons tenir l'émission à telle heure. L'émission, elle est matérialisée puisque nous la tenons. Mais c'est la conséquence de quelque chose que nous avons décidé avant. Et donc, la Constitution n'est que la matérialisation d'une idée ou d'une conception ou des orientations qui ont voulu que le Congo doit aller sur la droite ou sur la gauche. Vous comprenez? Et c'est ainsi qu'ils ont voulu qu'il y ait chaque fois un pouvoir du chef de l'État avec un premier ministre, par exemple, qui a beaucoup plus de pouvoir que le chef de l'État, alors que le premier ministre n'est pas voté. Mais c'est la conséquence de la dictature de Mobutu aujourd'hui que vous voulez faire revenir d'une certaine manière avec la nomination des gouverneurs. C'est ça, en fait, on évite la concentration du pouvoir par un seul homme. C'est en faire un dictateur au final. Que l'âme du président Mobutu repose en paix. Il a géré ce pays à une époque autre, c'est l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, et il a stabilisé ce pays. Il y avait la paix dans ce pays et l'intégrité territoriale que nous cherchons aujourd'hui a existé sous Mobutu et on ne badinait pas avec le Zaïre de Mobutu. Donc, que l'âme du président Mobutu repose en paix, puisque pour moi, c'est un exemple, pour moi, à titre personnel. Mais aujourd'hui, à partir du moment où on dit par exemple que la ville de Minembwe a le droit de faire ce qu'elle veut, qui ne dépend pas de Kinshasa. Donc, on nous a donné... C'est écrit où? Mais, non, il faut qu'on soit, c'est écrit où, ça a été dit où et quand. Madame, je peux vous parler aujourd'hui, par exemple, de l'article 5 de la Constitution qui parle des minorités. Quelle est la tribu minoritaire au Congo? Ça, ce sont des choses que nous n'avons pas connues. C'est le communautarisme. C'est ça, le début de la balkanisation. Ça veut dire qu'il y a toujours des concepts de subtilité et faits subtilement pour diviser le pays. C'est ainsi que nous disons, après tout ce que nous avons observé, après tout ce que nous avons compris, il est temps, il est grand temps que l'on se mette ensemble, que l'on réfléchisse sur l'avenir du pays, sur le devenir de notre nation, autour des grandes idées et voir comment est-ce qu'on peut modifier ou réviser la Constitution, ou alors comment est-ce qu'on peut la changer et établir une loi fondamentale qui relève de l'aspiration nette et profonde de la population. On a vu vous rejeter carrément cette constitution, comme on l'a dit tout au début de cette émission, qui pourtant est à la base d'ailleurs de l'élection du président Tshisekedi actuellement, mais ça a été le fruit d'un consensus, que vous le vouliez ou pas. On a parlé de Sun City. Est-ce qu'aujourd'hui, pour changer cette constitution, vous ne devrez pas plutôt chercher le consensus en lieu et place des affrontements? Madame, vous parlez d'un consensus qui était la conséquence d'une guerre. On est en guerre, hein, de fait. Qui était la conséquence d'une guerre voulue toujours par les mêmes de l'AFDL. Le pays a été divisé et dans ce pays, nous avons connu l'assassinat d'un chef d'État. Lui aussi, il voulait qu'une constitution soit faite pour le peuple, avec les aspirations du peuple. Il a été tué dans sa maison, par les mêmes. C'est comme ça que le pays a été pris en otage. Nous avons eu un chef de l'État. Finalement, nous avons compris qu'il était de mèche avec ce qui se passe à l'Est, puisqu'aujourd'hui il le soutient. Et donc le gouvernement lui-même, qui allait représenter les intérêts du pays, était infiltré. Nous pouvons conclure que ce gouvernement-là ne servait pas les intérêts profonds de la nation. Le gouvernement servait les intérêts de l'Est, de ceux qui sont à l'Est qui payent, notamment le Rwanda. Et quand vous mettez que le RCD Goma, qui est aussi père fondateur de cette constitution, mais le RCD Goma, c'est le M23 AFC d'aujourd'hui, on a des questions que l'on peut se poser. Ce sont ces questions que nous nous posons et nous nous disons, nous avons le droit en tant que peuple, en tant que population, d'analyser notre devenir et de voir comment est-ce que nous pouvons... Mais analyser ensemble, je dis, la Constitution, elle a ses failles, elle a ses défauts, mais c'est comme, ça a été quand même le fruit d'un consensus et qui a permis de stabiliser le pays. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est un nouveau consensus autour de notre devenir. Et ça, voilà on ne peut pas nous le refuser. Est-ce qu'il faut pas essayer d'organiser, un dialogue pour essayer de débattre autour de ces questions-là? Madame, il faut plus qu'il y ait de dialogue dans ce pays. Le dialogue... Comment on va trouver un consensus? La population. Et le consensus, c'est quoi? Article 1, celui qui prend les armes pour le pouvoir
ne peut pas exercer le pouvoir en République démocratique du Congo. Comme ça, on met fin à ce petit cinéma qui a bien duré depuis un bout de temps. Ça, c'est la première chose. Sinon, il faut changer dans cette constitution. C'est ça qu'il faut dire. Le pouvoir par les armes, quel que soit l'argument, ne peut pas s'exercer en République démocratique du Congo. Mais là, on peut débattre de cela. Opposition, majorité, société civile. Non. On peut le faire autour d'une table. Personne n'aime la guerre, hein. Opposition, majorité. Personne n'aime la guerre. Opposition, majorité, société civile, c'est le peuple. Mais le peuple est au-dessus de tout ça. Alors, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on peut refuser que la population toute entière, 116 millions d'habitants, contre 13 millions de votants en 2005. Pourquoi est-ce qu'on peut prendre le peuple en otage et lui refuser le droit de réfléchir sur son devenir? Mais ça vous coûterait quoi qu'il y ait un consensus autour de ça? Nous voulons, puisqu'il en va nous voulons faire exercer le droit du peuple à sa souveraineté et à sa liberté de penser sur son devenir. Et lorsqu'on nous refuse le référendum, ça veut dire qu'on refuse la démocratie et on ôte la parole au peuple qui est censé être souverain. Vous êtes conscient qu'on n'est pas en train de refuser un référendum, mais on va revenir sur une question déjà posée, c'est-à-dire c'est le momentum. On est à 2 ans de la fin de mandat constitutionnel du chef de l'État, de chef de l'État, normal. Vous voulez une présidence à vie pour Tshisekedi? Non, mais vous avez bien suivi le chef de l'État. Il n'est pas demandeur d'un 3e mandat. Ah, il est preneur, hein, pour ça. Il est vraiment preneur. Madame, écoutez-moi, le président de la République n'est pas demandeur d'un 3e mandat. Ah, et jusqu'aujourd'hui, il ne l'a pas demandé. Et il ne s'est jamais exprimé dans ce sens-là. Cependant, le peuple souverain, s'il le demande, au nom de quel principe et qui peut lui dire de refuser ce que le peuple lui demande? Qui? Comment le peuple va lui demander? Par référendum. Comment? Par référendum. Par référendum. Il y a des voix encore qui se lèvent pour dire, en allant vers ce chemin-là, puisque en vous entendant et en vous écoutant parler, on peut aller au référendum sans le Kivu, c'est d'acter la balkanisation du pays. Non, madame. Ce n'est pas d'acter ou valider la balkanisation. C'est dire aux autres, c'est vrai, faites votre pays aussi là-bas. Nous sommes en situation d'occupation. Personne n'a cédé 1 mm² de portion de notre territoire et personne n'a l'intention de céder. Mais nous devons faire des réflexions. Pourquoi est-ce que cette guerre traîne? Une réponse, puisqu'il y a eu un moment de mixage et de brassage. Aujourd'hui, nous avons trouvé la réponse, plus jamais de mixage et de brassage. Vous avez vu le degré d'infiltration dans l'armée. L'armée, c'est la colonne vertébrale d'un pays. À partir du moment où l'armée est infiltrée, les services de renseignement infiltrés, nous sommes nus. Est-ce qu'on peut nous empêcher de faire ces réflexions-là? Et si nous devenons naïfs, nous disons que puisque nous avons une partie de territoire occupée, nous ne pouvons plus réfléchir sur notre devenir. Alors, nous ne deviendrons rien. Une chose est de faire la réflexion, une chose est de passer à l'acte. Là, on n'est même plus au niveau de la réflexion. On est vraiment au niveau, vous voulez faire un passage à l'acte de manière assez violente. La réflexion est un droit qui va se faire dans le cadre d'un référendum et je vous ai donné des éléments pour que ce référendum soit légal et constitutionnel puisque la loi existe encore aujourd'hui. Cependant, au moment où nous devons arriver en 2028, si les territoires continuent à être occupés, on ne peut tenir une élection présidentielle puisque la circonscription électorale du chef de l'État n'est pas intégrée. Vous donnez les arguments à ceux qui ont pris une Je partie. ne donne aucun... Vous êtes en train de donner des bâtons pour qu'on vous tape ou qu'on balkanise le pays, qu'on soudanise le pays. C'est ce que vous êtes en train de faire. Celui qui a dit de soudaniser, là, c'est celui-là qui est un problème pour la République. Vous savez, dans la Bible, il y a 2 mamans qui sont disputées un bébé. La mère qui n'était pas la mère du bébé a voulu soudaniser le bébé. Ça veut dire qu'on divise le bébé. Mais la mère du bébé, laissez l'enfant vivant. Vous parlez de celui-là même qui a accepté de se mettre autour d'une table avec tous les belligérants en 2004, en 2002, de Joseph Kabila. C'était lui. Mais il savait ce qu'il faisait. Donc, bah oui, lui, il a mis son ego de côté. Ça, c'est ce qu'on ne voit pas chez vous. Vous mettez le pouvoir avant la patrie et c'est ce qui est triste pour certains. Il n'y avait pas d'ego. C'était de la manipulation, un calcul bien orchestré. Et après, on peut comprendre. Comment vous estimez-vous qu'un chef de l'État qui a combattu le M23, aujourd'hui disent que le M23, c'est l'aspiration profonde de la population congolaise? C'est de la folie. C'est de la folie. Et ça,
on tombe à la renverse. Et donc, ces gens-là, avec leur constitution, nous piègent. Si nous disons que nous attendons que Goma soit récupéré, eh bien, on ne va pas les récupérer. Entre-temps, le temps passe et le pays ne se développe pas. C'est tout ça. Et donc, c'est leur constitution. Mais vous savez qu'il y a moyen qu'on puisse récupérer Goma. C'est facile, hein. Mais le président... Vous organisez le dialogue, comme le président parle déjà. Vous étiez à Doha, vous êtes à Montreux maintenant. Vous organisez un dialogue et puis on peut récupérer Goma. Le président a posé une question. Le président a posé une question sensée. Et je vous la pose aujourd'hui. Croyez-vous que vous pouvez me donner des garanties aujourd'hui que le dialogue mettrait fin à l'appétit de nos minéraux que les Rwandais ont depuis 30 ans? Ce n'est pas le dialogue. Le dialogue, c'est un cadre de cinéma que les Rwandais organisent pour les Congolais pour nous remettre dans la même chose. Et c'est le changement de la Constitution qui va permettre cela? Nous allons mettre que des dialogues pour lesquels les armes ont été tenues pour tuer la population, ces gens-là sont bannis du pays, ok? Et ces gens-là ne peuvent pas exercer le pouvoir dans ce pays. Mais vous avez pensé à tout. Bien sûr. Donc là, on est, comme je le disais, on n'est même plus au niveau de la réflexion. Mais là, vous demandez carrément, ça y est, il faut qu'on organise. Quel est le temps idéal, le moment idéal pour organiser ce référendum, selon vous? Madame, le référendum, on l'organise aux conditions de la Constitution puisque c'est encore la loi. Il suffit de réunir 100 000 signatures. Ça, on a dit. Voilà. En termes de temps, je dis mois, jours. En tout cas, cela relèvera, de la convocation de ce référendum par le chef de l'État, qui sera appuyé par les signatures. Et je crois qu'il y en aura des millions. Deuxièmement, la CENI, qui est chargée de faire cela, il donnera un calendrier. Ça doit se faire avant la fin du mandat du président de la République? Mais ça va. L'idéal, c'est ça pour vous? Ça va se faire selon la volonté de la population. Et comme la volonté de la population, est-ce que ça se fasse maintenant? Est-ce que 2 ans avant la fin d'un mandat, c'est la fin du mandat? Est-ce que 2 ans avant la fin d'un mandat, c'est la fin du mandat? Vous parlez de la fin du mandat du président en 2026. Alors que le mandat se termine fin 2028. C'est quand même culotté. Donc tout ça, c'est de la manipulation. Nous organisons le référendum avec l'objectif de changer de constitution puisque la constitution n'est plus apte à traiter les problèmes de ce pays. On va y aller parce que apparemment vous avez déjà levé les options. On va y aller justement, je posais la question tout à l'heure, avec quelle question? Oui, pour ou contre changement de la constitution? Et ensuite, ça sera comment? Je vous ai parlé d'une campagne qui sera tenue préalablement. Et en fonction de cette campagne, en fonction des objectifs à atteindre, les questions adéquates seront posées. Nous avons ici deux questions seront posées, on va attendre. Quelles sont les questions qui vont être posées? Vous avez d'un côté ici le gouvernement de la République démocratique du Congo, là-bas à l'est, vous avez cette opposition armée en intérieur. Madame, je peux poser à la l'est, il y a une occupation de notre territoire par les forces armées rwandaises. Qu'est-ce que vous faites à Doha? À Doha. Vous ne discutez pas avec le Rwandais, que je sache. À Doha, il y a un mécanisme de discussion. OK? C'est pas avec le Rwandais. Le Rwandais, on a signé les accords. Le deal américain, c'était aux États-Unis. Mais à Doha, où on a switché comme ça à Montreux, vous parlez avec qui? Ça, ce n'est pas le plus important. Si, c'est important parce que quand je le présentais, vous dites, vous parlez avec qui à Doha? Le plus important, c'est le référendum qui est issu ou qui sera issu de la volonté populaire et la nouvelle constitution ou pas la nouvelle constitution selon la volonté populaire. Le reste, c'est un ensemble de communication et de manipulation pour empêcher la population. Doha, c'est une communication. Madame, est-ce que Doha, c'est le référendum? On nous fait dormir. Madame Élisée en tout Odia. Cas, Madame Élisée à Doha, vous faites quoi? Madame Élisée Odia. Est-ce que Doha, c'est le référendum? Vous faites quoi à Doha? Madame, est-ce que Doha, c'est le référendum? Je pose la question. Ouais. À Doha, qu'est-ce qui est en train de se passer à Doha? Vous faites quoi? Vous Madame, parlez avec qui? Madame, je parle du référendum. Je ne parle pas de Doha et voudrez-vous rester... Mais vous ne pensez pas que c'est intimement lié? Le référendum... Parce qu'on parlait tout à l'heure du dialogue. Madame, le référendum, vous ne pensez pas que c'est lié? Le référendum, c'est la volonté populaire. C'est de cela que je parle. Je ne parle pas de Je repose ma question. Vous ne pensez pas? Madame, que les différents processus... Ce sont des processus qui sont lié avec ce qui se passe en interne. Ce sont des processus qui sont encadrés par des institutions à l'international. Notre pays, qui est membre des Nations Unies et qui a signé la Charte des Nations Unies, ne devrait pas se mettre de côté lorsque certaines orientations sont données. Cependant, ici, je dis que l'objectif est, premièrement, d'organiser un référendum à l'initiative populaire, répondre aux critères d'organisation
permettant l'organisation du référendum, et puis aller dans une campagne pour permettre à ce que on ait une constitution qui réponde aux aspirations de notre population, puisque celle-ci répond aux aspirations rwandaises. On parle de ce référendum, on va très bientôt terminer cette émission, mais le président en a parlé aussi lors de sa conférence de presse du 6 mai dernier. Comme vous l'avez dit, il n'est pas demandeur d'un troisième mandat, mais il ne refuse pas non plus. Non, il a dit ça vous arrange? Il a dit exactement ceci. Il n'est pas demandeur d'un troisième mandat, mais si le peuple lui donne et lui propose un troisième mandat, il acceptera. Et je l'encourage à accepter, il ne doit pas se gêner. Pourquoi? Pourquoi? Mais au Rwanda, leur constitution à eux là-bas a connu des modifications fondamentales. Vous en faites un modèle? Vous érigez le Rwanda en modèle maintenant? Laissez-moi terminer. On est descendu bien bas. La stabilité dont ils font preuve aujourd'hui, elle est liée à la longévité au pouvoir du président Kagame. En Ouganda, c'est le même cas. En face de nous, au Congo-Brazzaville, c'est le même cas. Je vous rappelle que le président Kagame pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2034. Alors, je ne comprends pas. Ce ne sont pas des démocraties? Madame. Ce ne sont pas des démocraties? Ériger ces pays en exemple, c'est bien triste. Madame on a vraiment reculé. Madame Élisée Oda, le président Tshisekedi ne va pas se gêner et ne doit pas se gêner de rester au pouvoir jusqu'en 2035 ou 2040 selon la volonté de la population. Et si c'est la population qui veut cela, c'est cela qui va se passer. Personne n'interdira au président de ne pas suivre son peuple. Donc aujourd'hui, on peut dire que le président est sur la voie de devenir un nouveau Mobutu que vous avez vénéré. Le président, ça ne vous gênerait pas? Le président n'est pas Vous ne vous en cachez même plus, c'est ça en fait. Vous assumez, vous ne vous en cachez même plus. J'assume et je vous dis que le président, et je l'encourage et je lui dis, il ne doit pas se gêner. Il doit respecter la volonté de son peuple. Est-ce que vous pouvez comprendre, vous, que lorsque le peuple congolais voudrait changer sa constitution, c'est le Rwanda qui revendique, qui dénonce. Nous dépendons des Rwandais. Ça peut vouloir dire quoi? Donc, nous n'avons pas de droits. Nos droits sont définis par des Rwandais. Ça, c'est terminé. Je vous répète bien, ça, c'est terminé et c'est terminé définitivement. 30 ans, c'est suffisant. Avec Félix Tshisekedi, nous gagnerons la guerre. Le peuple sera victorieux. Les FARDC vont remonter en puissance. Ce pays deviendra la première puissance économique d'Afrique, puisqu'aujourd'hui, nous sommes la 5e puissance économique d'Afrique subsaharienne et nous sommes en train d'avancer. Avec 500 milliards d'investissements des Américains, du deal bien voulu par les chefs de l'État que nous avons obtenu avec cet investissement nous donne un gain économique et nous sommes dans les 10 ans qui viennent ou dans les 5 ans qui viennent dans la possibilité de devenir peut-être la deuxième ou la première puissance économique en Afrique. Ça, ce n'est pas prévu. Et ce sont des opportunités que le peuple ne peut pas laisser passer. Ne peut pas laisser passer. On espère que le pays ne passera pas avec tout cela. Le pays ne va pas se fracturer avec toute cette volonté que vous êtes en train de dire. Nous avons affaire à un fils du pays qui veut l'unité nationale, qui veut rassembler le peuple. Taxé de tribalistes par certains, hein. Taxé de tribalistes par des manipulateurs. Ils ont des exemples concrets. Lesquels? On n'a jamais été aussi fracturé qu'en cette période de Tshisekedi. On parle en termes de Mukongo, de Baswahili. On n'a jamais été autant fracturé. Permettez-moi de vous rappeler que le premier ministre dans ce pays n'est pas Moulouba. Mais ça va bien au-delà des simples nominations. Ça va au-delà de quoi? Ça va bien dans la société, les Mouloubas ici, les Mukongo là-bas. Voilà, le mélange n'est plus. Nous vivons paisiblement dans ce pays sous l'autorité du chef de l'État. Et nous respectons les autorités politiques établies. On espère qu'on respectera, mais surtout, ce qui est important pour les uns et les autres, c'est de sauvegarder l'unité du pays. Ce qui est important, c'est de comprendre que la démocratie, c'est la gestion de nos divergences pacifiquement. Ceux qui sont pour vont s'exprimer, ceux qui sont contre ont le droit de s'exprimer. Mais la loi, c'est la loi de la majorité, c'est cela la démocratie. Sans pour autant écraser la minorité. Non, la minorité, nous l'appelons opposition républicaine, mais pas la rébellion. La rébellion n'est pas une opposition. Ça, ce sont des criminels qui tuent la population, qui pillent les richesses et qui sont au service du Rwanda. Ça, c'est de la haute trahison. Madame, ici, on va terminer cette émission, pas par la haute trahison, parce que notre invité aura un mot de la fin. On vous annonce, il y a toute une série autour
ce changement ou pas de la Constitution. Donc, les pour et les contre vont se relayer sur ce plateau et tout en espérant on aura droit à ce débat pacifique et démocratique pour l'avancement du pays. Dani Mukendi Wadinanga, votre mot de la fin pour cette partie, parce que j'espère que on va se retrouver peut-être avant l'aboutissement de votre processus autour du référendum. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous ont suivis aujourd'hui? Je voudrais m'adresser avec respect et humilité à la population congolaise pour dire que cela relève de notre droit le plus légitime et le plus profond de réfléchir sur notre avenir, sur notre devenir et sur la manière dont notre pays est géré et doit être géré. Cela implique que nous réfléchissons à ce que notre Constitution doit être, qu'elle soit l'expression de notre volonté, que ça ne soit pas un document dicté de l'étranger. Et pour que ça se fasse, le temps n'est pas suspect en tout cas, 2 ans avant la fin du mandat du chef de l'État, que la population réfléchisse. Et le cadre de réflexion, ce sont les questions qui seront posées via un référendum. Et dans la situation aujourd'hui actuelle du pays, il suffit, selon la Constitution, de réunir au moins 100 000 signatures pour que le chef de l'État, à l'initiative populaire, convoque un référendum. S'agissant de la guerre, puisque la guerre n'est pas déclarée de manière formelle, ni par le Rwanda, ni par le Congo, c'est que de manière juridique et constitutionnelle, le pays n'est pas en guerre. Bien que nous soyons dans une situation de fait de guerre et dans un conflit armé. C'est un peu comme deux bonbons, on est en guerre, mais on n'est pas en guerre, on est... Ah, les vous avez voulu le juridisme, et c'est ça le juridisme. C'est-à-dire que nous allons obtenir ce référendum puisqu'il est obtenable. Ensuite, nous allons étudier les limites qui sont aujourd'hui mises en exergue et qui mettent le pays dans une situation compliquée de la Constitution. En ce moment-là, une nouvelle Constitution pourrait être réécrite avec les aspirations du peuple pour que ce pays aille de l'avant et vive de manière libre avec les richesses que Dieu nous a données naturellement, mais surtout avec le chef de l'État que nous choisissons et que nous voulons choisir. Mais puisque le président Félix Tshisekedi est celui qui met fin aux aventures rwandaises, c'est lui qui apporte aujourd'hui l'espoir, la dignité au peuple congolais, nous lui donnons encore 1, 2, 3 mandats, qu'il reste, qu'il bâtisse le pays de sorte que nous devenons un pays stable. À la stabilité, à la fin de sa mission, nous verrons ce qui sera encore possible d'être fait. Dani Mukendi, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci aux téléspectateurs, aux internautes. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre dans le cadre de cette émission Dites-nous la vérité. Je vous ai dit, ils vont se relayer ici, les pour et les contre changement de la Constitution. C'est aussi ça la beauté de la démocratie, permettre à toutes les tendances, à toutes les opinions de s'exprimer en toute liberté. Et c'est ce que nous tâcherons de faire. On se dit au revoir. À très très bientôt. Déjà, vous suivrez cette émission sur BON Télévision, mais également sur notre chaîne YouTube, Élysée Odia TV. Je vous invite à vous y abonner massivement. On se dit au revoir. À très très bientôt pour un nouveau numéro. Prenez soin de vous.